Imaginez découvrir que votre propre sang, celle que vous avez protégée depuis sa naissance, partage votre lit conjugal avec l'homme de votre vie. Cette révélation peut-elle briser une âme déjà fracturée par 15 années de traumatisme? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ma vie a basculé dans l'abîme le plus profond qu'une mère puisse connaître. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'aide énormément à continuer de partager ces témoignages qui peuvent aider d'autres personnes dans des situations similaires. Je m'appelle Amélie, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui a façonné chaque jour de ma vie depuis mes 15 ans. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce qui va suivre, je dois d'abord vous parler de mon enfance, de cette matinée qui a tout changé, et de comment une simple promenade vers l'église a transformé ma vie en cauchemar. J'étais la plus jeune d'une fratrie de 13 enfants. Mes parents nous avaient élevés dans la foi, avec des principes stricts mais justes. Chaque matin à 5 heures, nous nous rendions au séminaire religieux. C'était notre routine, notre ancrage spirituel. Mon père tenait un stand de fruits au marché central, et mes frères aînés l'aidaient à installer les étals avant l'aube. Cette routine était parfaitement orchestrée. Mes frères partaient tôt pour préparer le stand, puis l'un d'eux raccompagnait papa à l'arrêt de bus et revenait me chercher pour m'emmener au séminaire. Ensuite, direction l'école. C'était ma vie, simple et prévisible. Mais ce jour-là, tout a basculé. Mon frère Thomas, celui qui m'accompagnait toujours, était tombé malade pendant la nuit. Mes sœurs dormaient encore. Elles ne fréquentaient pas les séminaires matinaux comme moi. J'étais la seule debout, la seule disponible. Sans hésiter, je me suis proposé d'accompagner papa jusqu'à l'arrêt de bus. Comment aurais-je pu imaginer que cette décision innocente allait détruire ma vie? Le trajet vers l'arrêt passait par une petite rue où se trouvait un bar. Depuis des mois, un homme traînait là, me lançant des regards insistants et des commentaires déplacés. Thomas me disait toujours « Ne l'écoute pas, Amélie. Continue ton chemin en paix. » J'avais appris à l'ignorer, à faire comme s'il n'existait pas. Après avoir mis papa dans son bus, j'ai pris le chemin habituel vers l'église. L'aube pointait à peine, les rues étaient désertes. C'est là que ma vie s'est arrêtée. L'homme du bar m'a abordé, un couteau pressé contre mes côtes. Sa voix était calme, terrifiante. « Tu vas me suivre sans un bruit, ma petite. Si tu cries, si tu résistes, je te découpe. » Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il n'y avait personne dans la rue. Personne pour m'entendre si je criais. J'ai obéi, paralysé par la terreur. Il m'a mené vers un arrêt de bus plus isolé où attendait une dame âgée. Je l'ai regardée avec des yeux suppliants, espérant qu'elle comprendrait ma détresse. Elle m'a vu, nos regards se sont croisés, mais elle a détourné les yeux comme si de rien n'était. Une voiture s'est arrêtée. Il m'a poussé brutalement à l'intérieur. 2 jeunes filles étaient déjà là, complètement droguées, les yeux dans le vague. L'horreur commençait à peine. Le véhicule a roulé dans le quartier pendant ce qui m'a semblé des heures, puis s'est arrêté devant une épicerie abandonnée, isolée des autres habitations. Nous avons été traînés dans ce lieu de cauchemar. L'homme m'a regardé avec un sourire sadique. « Tu ne m'as jamais prêté attention quand je te parlais, hein? Maintenant, tu vas apprendre à respecter les gens. » Ce qui a suivi dépasse l'entendement humain. Il a abusé de moi de toutes les façons imaginables, me brûlant avec des mégots de cigarettes, me tailladant les jambes avec son couteau. Quand d'autres hommes ont voulu s'approcher de moi, il les a repoussés violemment. « Celle-là, c'est ma propriété. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les autres, mais elle m'appartient. » J'avais 15 ans. J'étais encore une enfant, et je regardais ces monstres torturer les autres filles sous mes yeux. Elles ne faisaient que pleurer et gémir de douleur. J'ai tenté de m'échapper. Il m'a frappé à la tête avec la crosse de son arme, me faisant perdre connaissance quelques secondes. Quand j'ai repris mes esprits, ils injectaient quelque chose aux autres filles. Quand mon tour est venu, j'ai réussi à donner un coup de pied dans sa main, écrasant la seringue sous mon pied. Sa colère a décuplé. Il m'a battu encore plus violemment avant d'abuser de moi avec une rage bestiale. Je ne pouvais que pleurer et prier le Seigneur de me délivrer de cet enfer. Ils ont commencé à se droguer, et j'ai compris que l'aube approchait. Mon calvaire ne pourrait pas durer éternellement. Il ne pouvait pas nous garder là indéfiniment. C'est alors que j'ai vu ma chance. « J'ai besoin d'aller aux toilettes », ai-je murmuré. Il était tellement défoncé qu'il a relâché sa vigilance. Dès qu'il m'a libéré, j'ai couru comme jamais je n'avais couru. Il a tenté d'attraper mes cheveux.
J'avais une longue chevelure à l'époque, mais j'ai réussi à me dégager. J'ai couru sans direction, guidé uniquement par l'instinct de survie. J'ai débouché sur une rue principale où se dressait une église. C'était l'heure des vigiles matinales. J'ai fait irruption en hurlant, couverte de sang, à bout de force. Les fidèles ont immédiatement appelé la police et les secours. Voyant que j'avais trouvé de l'aide, mon agresseur a pris la fuite. À l'hôpital, j'ai donné ma déposition complète à la police. Portrait robot, description du lieu, récit détaillé de l'agression, j'ai tout raconté. Ils se sont immédiatement rendus sur place, mais n'ont trouvé que quelques objets abandonnés et le couteau. Mes agresseurs s'étaient volatilisés. J'ai appris bien plus tard que les 2 autres filles avaient été retrouvées dans la semaine, abandonnées, nues, avec des signes de strangulation. Les analyses avaient révélé des taux de drogue mortels. Ils les avaient tuées par overdose. Toutes 2 étaient séropositives. Si cet homme avait laissé les autres m'approcher, je serais morte aujourd'hui. Les médecins m'ont administré un traitement préventif contre les maladies sexuellement transmissibles. J'ai passé des examens médico-légaux pendant que la police recherchait mes parents. Quand ils les ont enfin localisés et leur ont expliqué ce qui s'était passé, leur réaction m'a anéanti plus encore que l'agression elle-même. Mes parents ne m'ont pas cru. Pire, ils m'ont accusé d'être responsable de ce qui m'était arrivé. Tu n'aurais jamais dû aller à l'église seule. Si tu étais resté à la maison au lieu de t'entêter, rien de tout cela ne serait arrivé. Entendre mes propres parents me rendre responsable de mon viol à 15 ans m'a brisé de l'intérieur. Le trajet de retour à la maison a été un calvaire supplémentaire. Mon père n'arrêtait pas de me menacer, répétant que j'avais mérité ce qui m'était arrivé et que j'allais recevoir une correction pour avoir cherché les ennuis. Je n'avais que 15 ans, j'étais traumatisée, blessée, et au lieu de réconfort, je recevais des reproches et des menaces. Seuls les responsables de notre église m'ont soutenue. Ils m'ont offert un suivi psychologique et toute l'aide dont j'avais besoin. Leur compassion contrastait cruellement avec la dureté de ma famille. Pendant des semaines, j'ai essayé de reprendre une vie normale, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais le temps a révélé une vérité encore plus terrible. J'ai commencé à avoir des nausées, des malaises, des évanouissements. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital, pensant à une maladie. Le diagnostic est tombé comme une sentence. J'étais enceinte. La colère de mes parents a atteint des sommets inimaginables. Le médecin leur a expliqué qu'en raison de mon âge et des circonstances de la conception, la loi m'autorisait à interrompre la grossesse. On m'a renvoyée chez moi pour réfléchir à ma décision. Le soir même, mon père est arrivé avec des médicaments abortifs, une ceinture à la main. « Tu vas prendre ça tout de suite, ou je te chasse de cette maison. » Il a tenté de me forcer à avaler les pilules. Je les recrachais, il insistait, je résistais. « Cet enfant n'a rien fait de mal. Ce n'est pas ce que vous m'avez enseigné. Tuer cette vie innocente serait un péché devant Dieu. » La dispute s'envenimait quand un responsable de l'Église est arrivé. Je considère cet homme comme un ange envoyé par la Providence. Il a interrompu la scène et a déclaré fermement « Si cet enfant n'a nulle part où aller, ma famille et moi l'accueillerons pour qu'elle puisse mener sa grossesse à terme dans la dignité. » Mon père s'est tu, mais sa colère était palpable. « Tu apportes la honte sur notre famille entière », a-t-il craché. Mais il a dû accepter ma décision. Je devais rester à la maison jusqu'à l'accouchement, puis il verrait ce qui se passerait. La grossesse a été un enfer psychologique. À l'église, les mères conseillaient à leurs filles de s'éloigner de moi, comme si ma grossesse était contagieuse. J'ai été exclue de tous les groupes auxquels j'appartenais. Mes parents, humiliés, ont quitté l'église, entraînant la plupart de mes frères et sœurs avec eux. Porter un enfant né d'un viol était déjà suffisamment difficile psychologiquement. Gérer les traumatismes de cette nuit d'horreur, tout en sentant cette vie grandir en moi, une vie qui me rappelait constamment mon agresseur, était au-delà de mes forces. Aujourd'hui encore, ces souvenirs me hantent. Le pire, c'était le manque de soutien familial. Ceux qui auraient dû me protéger m'avaient jugé et abandonné. Cette trahison me fait encore souffrir aujourd'hui, peut-être plus encore que l'agression elle-même. Quand ma fille est née, elle ressemblait trait pour trait à mon agresseur. Malgré son innocence totale, je l'ai rejetée les premiers jours. Comment aimer un visage qui me rappelait constamment le pire moment de ma vie? Mais en même temps, je ressentais de la compassion pour cette petite âme innocente. Je sentais que Dieu avait un dessein, que s'il avait permis cette naissance, c'était pour une raison. Assumer toutes ses responsabilités à 15 ans était écrasant. Mais aujourd'hui encore,
Je crois que le Seigneur écrit droit sur des lignes courbes. Après la naissance, mes parents ont commencé à changer d'attitude. Ils ont accueilli ma fille, m'ont aidé à m'en occuper et ont développé une réelle affection pour elle. Le temps passant, même les membres de l'Église semblaient accepter l'enfant, malgré les circonstances de sa conception. Mais ma vie était devenue extrêmement contrôlée. Je ne pouvais sortir qu'accompagné d'un frère. Les sorties nocturnes étaient impensables. J'étais constamment puni pour quelque chose que je n'avais jamais voulu. Concernant mon agresseur, il n'a jamais été retrouvé. Malgré les recherches, les portraits robots diffusés dans les journaux, il a disparu dans la nature. Une fois, je l'ai croisé par hasard dans un bus, mais j'en parlerai plus tard. À 18 ans, j'ai tenté quelques relations amoureuses, mais mes traumatismes ressurgissaient toujours. Je n'arrivais pas à faire confiance, à me laisser aller. Je travaillais déjà. J'ai toujours aimé vendre des livres. J'étais douée pour ça. Je rencontrais beaucoup de monde professionnellement, mais je ne laissais personne s'approcher de moi intimement. Quelques relations ont démarré puis échoué à cause de mes blocages. J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide pour surmonter mes traumatismes. Le sentiment d'impunité, mon agresseur courait toujours, ajoutait à ma détresse. J'avais peur. Je portais un mélange complexe d'émotions que je n'arrivais pas à gérer seule. À 24 ans, je fréquentais toujours l'église, cherchant à devenir une meilleure personne. Ma fille avait alors 10 ans et était élevée entièrement par mes parents. Je la nourrissais financièrement, mais ils s'occupèrent de son éducation quotidienne. C'est alors que j'ai rencontré Julien. Il avait un problème majeur. Il n'avait que 17 ans quand moi j'en avais 24, mais il ne faisait pas son âge. Il était mature, communicatif, très à l'aise socialement. 7 ans d'écart, c'était considérable. Il m'avait remarqué. J'ai toujours été considérée comme belle, avec ce qu'on appelle une silhouette de guitare. Il m'a fait une cour assidue, insistante, et j'ai fini par céder. Il me traitait avec une gentillesse et un respect que je n'avais jamais connus. Mon histoire ne le dérangeait pas, ma fille de 10 ans non plus. Cela n'interférait jamais dans notre relation. Il était très différent des hommes plus âgés que j'avais fréquentés. Mais quand les responsables de l'Église ont découvert notre relation, ils se sont fermement opposés, surtout à cause de notre différence d'âge et du fait que j'avais un enfant. Ils estimaient que je devais trouver quelqu'un de plus âgé, de plus responsable. Un garçon de 17 ans ne leur semblait pas sérieux. Mais Julien n'a pas lâché prise. Il voulait absolument une relation sérieuse avec moi, coûte que coûte. Nous avons commencé à nous fréquenter discrètement. Dans cette relation naissante, il y avait la passion, les gestes tendres, et aussi ma carence affective. J'avais besoin de quelqu'un proche de moi. C'est lors de notre première intimité que je suis tombée enceinte, incroyablement, dès la première fois. Cette nouvelle m'a plongée dans un désespoir total. Mes parents n'accepteraient jamais une nouvelle grossesse hors mariage. Nous avons dû élaborer un plan stratégique. Julien devait d'abord gagner la confiance de mes parents pour que notre relation soit acceptée. Au début, ils étaient très réticents à notre couple à cause de notre différence d'âge et du fait qu'un adolescent sortait avec leur fille qui avait déjà un enfant de 10 ans. C'était complètement irréaliste pour eux, et je comprenais leur position. À 3 mois de grossesse, mon corps s'arrondissait, mais ma silhouette naturellement pulpeuse camouflait encore ma grossesse. Elle était presque imperceptible, mais le temps pressait. Impossible de cacher plus longtemps. Julien a pris la décision de précipiter notre mariage. Mes parents ont d'abord détesté cette idée, mais j'étais majeure, je travaillais, j'avais mes propres revenus. Ils ont dû accepter. Restait un obstacle majeur. Comment épouser un mineur? Nous avons rencontré sa mère pour qu'elle autorise notre union. C'est elle qui s'est rendue au tribunal et a signé tous les documents d'autorisation pour que notre mariage puisse avoir lieu. Les préparatifs ont été précipités. Avec l'aide de quelques sœurs de l'église, nous avons trouvé une robe, une autre a confectionné un gâteau, elles ont décoré l'église pour la cérémonie. Tout s'est organisé très rapidement parce que mes parents ne devaient surtout pas découvrir ma grossesse. Je ne voulais pas leur infliger une nouvelle déception. Aujourd'hui encore, ils croient que mon fils est né prématurément. C'était notre seule option, mentir pour éviter de nouveaux problèmes et faire accepter Julien dans la famille. S'ils avaient découvert que j'étais enceinte avant le mariage, le rejet aurait été total. Je ne voulais ni leur apporter plus de souffrance, ni subir davantage de jugement. Malgré ses 17 ans, Julien n'a jamais fui ses responsabilités. Il a immédiatement cherché du travail pour compléter nos revenus. Je l'ai même embauché pour m'aider dans la vente de livres. Il a toujours été très travailleur, bien éduqué par sa mère.
Ce n'était pas un adolescent paresseux, il participait aux tâches ménagères, aidait avec l'enfant. Il était très responsable pour son âge. Nous nous sommes installés chez ma belle-mère, qui a été notre soutien le plus précieux avec notre fils. Je lui serai éternellement reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour lui, pour notre petit-fils. 1 an après la naissance de notre garçon, je suis retombée enceinte. Les enfants se succédaient rapidement. Quand nous avons eu notre 5e enfant, j'ai découvert que ma mère avait un cancer à un stade avancé. Elle ne pouvait plus s'occuper de ma fille aînée. Bien qu'il s'y oppose, il était inévitable qu'elle vienne vivre avec nous. J'avais un emploi du temps chargé entre le travail et les études, j'avais peu de contact maternel direct avec ma fille. Ce rôle était entièrement assumé par mes parents. Je ne faisais que subvenir à ses besoins financiers. Elle savait que j'étais sa mère, mais nous n'avions pas cette relation mère-fille traditionnelle, pas ce respect mutuel. Quand je me suis mariée, j'avais tenté de l'emmener vivre avec nous, mais mes parents avaient préféré qu'elle reste chez eux. Ils s'étaient habitués à s'occuper d'elle, pensaient que c'était mieux ainsi. Ils voulaient attendre que ma vie se stabilise, que nous ne soyons plus des jeunes mariés, pour éventuellement envisager qu'elle nous rejoigne. Mais nos parents ne sont pas éternels. Avec l'âge avancé des miens et la maladie grave de ma mère, j'ai dû prendre ma fille chez nous. J'ai discuté avec Julien pour lui aménager une place dans notre maison et il a immédiatement accepté. Quand elle est venue vivre avec nous, elle avait 14 ans et entrait dans la pire période de l'adolescence. Notre relation était catastrophique. Elle n'obéissait à rien de ce que je disais, n'écoutait aucun de mes conseils, n'en faisait qu'à sa tête. Elle voulait continuer la vie qu'elle menait chez mes parents. Elle y était traitée comme une princesse, se levait tard, mangeait ce qu'elle voulait. Il faisait pratiquement tout pour elle. Ma réalité était complètement différente. J'avais de jeunes enfants, mon attention était répartie entre tous. Aucun enfant n'était privilégié par rapport aux autres. Elle devait comprendre qu'elle n'était plus unique dans ma maison. Julien, pour apaiser les tensions, était trop permissif avec elle. Parfois, il contredisait ce que je lui disais. Il prétendait qu'elle était en période d'adaptation, que puisque nous n'avions jamais eu de vraie relation mère-fille, je devais comprendre que c'était différent, que cela prendrait du temps avant qu'elle s'habitue à sa nouvelle réalité. Comme je travaillais à l'extérieur, c'était lui qui passait le plus de temps à la maison. J'écoutais ses arguments parce qu'il connaissait mieux les besoins domestiques que moi. Quand j'ai eu mon 7e enfant, je suis restée plus souvent à la maison. J'avais commencé à avoir des complications pendant la grossesse, hypertension, hypotension, thrombose dans les jambes. Tous ces problèmes étaient liés au traumatisme de mon adolescence et à des facteurs génétiques. Mes parents souffrent de ces mêmes pathologies. La plupart de mes proches décèdent d'un type de cancer ou d'un autre. Je pense que tout cela vient de ma génétique. Ces complications m'ont affectée pendant ma 7e grossesse. Sur recommandation médicale, j'ai dû rester au repos à la maison. C'est là qu'on commence à vraiment voir les choses, quand on est présente, qu'on observe attentivement ce qui nous entoure. J'ai commencé à remarquer que quelque chose clochait. Elle avait alors 18 ans, et son comportement dans ma maison était celui d'une propriétaire. Les plus jeunes enfants avaient peur d'elle. Tout ce qu'elle disait, ils l'exécutaient immédiatement. C'était comme si elle était leur mère et moi une simple visiteuse. J'ai réalisé les dégâts causés par mes longues absences, et le pire était que quand j'essayais de la remettre à sa place, elle se réfugiait derrière Julien pour qu'il la protège. Je n'avais jamais d'autorité dans ma propre maison. Ma méfiance grandissait de jour en jour. Son arrogance, cette volonté de me défier chez moi, empirait de plus en plus. À cette époque, nous n'habitions plus chez ma belle-mère. Nous avions acheté la maison que ma belle-sœur avait construite devant chez ma belle-mère. C'est ainsi que j'ai découvert toute la vérité. Mes beaux-frères venaient déjeuner chez nous tous les jours et avaient commencé à remarquer son comportement bien avant moi. Ils voyaient qu'elle portait toujours des nuisettes courtes, qu'elle se promenait pratiquement nue dans la maison. Quand Julien rentrait déjeuner, il la trouvait toujours dans ses tenues. Je ne vais aucunement l'excuser, ils sont tous deux coupables. Mais s'il l'avait réprimandée, s'il lui avait interdit de s'habiller ainsi, je pense que beaucoup de choses ne seraient pas arrivées. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que je pense. Un jour, mon beau-frère est arrivé et les a trouvés allongés dans mon lit. Lui dormait, elle était sur lui, uniquement en nuisette. Mon beau-frère a été horrifié. Il est allé immédiatement raconter à ma belle-mère ce qu'il avait vu et a demandé qu'elle me parle pour que je prenne des mesures, surtout parce qu'elle était encore mineure. Le danger qui planait était réel. S'il se passait quelque chose, il risquait la prison pour détournement de mineurs, ou pire.
Ils ont demandé à ma belle-mère d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Elle l'a fait. Tout cela se passait avec mes enfants dans notre maison. Notre maison était petite, alors ils entendaient forcément tout. Après tant de situations suspectes, tant d'incidents dans ma propre maison, j'en ai eu assez. J'ai décidé de prendre les choses en main. Quand je l'ai confronté, j'ai demandé à Julien de sortir. Je ne voulais pas qu'il soit présent pour cette conversation. Je l'ai appelée, et quand je l'ai confrontée, elle s'est jetée sur moi pour m'agresser. C'est là que je l'ai frappée. Je l'ai frappée pour qu'elle me respecte en tant que mère et surtout en tant que femme. Quand je lui ai dit cela, elle a répondu que son plus grand désir était que je meure, que je ne méritais pas mon mari. C'est alors que la partie la plus dure est venue. Je me doutais de ce qui se passait, mais je ne voulais pas vraiment accepter cette réalité. Quand elle m'a dit la partie la plus cruelle, qu'elle faisait tout cela justement pour que je me sépare de lui parce qu'elle l'aimait, je n'ai pas pu me contrôler. Je l'ai agressée pour de bon. Je me suis jetée sur elle et je l'ai battue comme une femme bat une autre femme. Je ne la voyais plus comme ma fille, mais comme une femme qui me manquait de respect dans ma propre maison. Elle criait, me disait qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, qu'il ne me quittait pas seulement à cause des enfants, mais qu'il ne m'aimait pas. C'était elle qui l'aimait. Entendre tout cela m'a poussée à une violence que je n'aurais jamais imaginée. J'étais aveuglée par la rage. Je ne m'arrêtais pas. Elle implorait mon pardon, mais j'étais folle de colère. Je ne me suis arrêtée que quand mes beaux-frères ont entendu les cris et sont accourus pour la secourir. Quand Julien est rentré et a découvert ce que j'avais fait, il s'est retourné contre moi. C'est à ce moment que je l'ai agressé lui aussi et que je les ai chassés tous les deux de ma maison. Il a dit que si elle partait, il partirait aussi. J'ai fait ce que je devais faire. Je les ai expulsés tous les deux. C'était une situation humiliante. Mes enfants me suppliaient de ne pas faire cela. Ils ne comprenaient pas l'ampleur de ce que ces deux-là faisaient sous mon nez. Savoir que j'avais traversé tant d'épreuves pour qu'elle puisse avoir cette vie m'a détruite intérieurement. Mais j'ai la conscience tranquille d'avoir fait tout ce que je pouvais pour elle. Il faut préciser qu'elle ne sait pas comment elle a été conçue. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé pour qu'elle vienne au monde. Elle ignore totalement qu'elle est le fruit d'un viol. Concernant Julien, je vous avoue que je ne regrette pas de m'être mariée avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Je ne regrette rien de ce que nous avons vécu ensemble. Je regrette seulement de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt, d'avoir appris par d'autres personnes ce qui se passait dans ma maison. Aujourd'hui, je sais que si ça n'avait pas été avec elle, ça aurait été avec quelqu'un d'autre. La trahison, c'est du caractère et un choix. Ce n'est pas ce que vous dites toujours, c'est exactement cela. La trahison est un choix. Personne ne trahit seul, il faut être deux pour que cela arrive. Personne ne va vous forcer si vous ne voulez pas. Cela n'arrivera pas. Mais dans ce cas, il a choisi de me trahir de la pire façon possible. Après leur départ, ma vie est devenue un enfer. Les enfants se sont retournés contre moi, ils sont devenus rebelles. Mais je maintiens ma fermeté et ma certitude de ne jamais retourner avec lui. Un jour, je sais qu'ils grandiront et comprendront tout ce que je fais pour eux. Je continue ainsi, j'essaie chaque jour un peu plus de ne pas m'effondrer. Je ne pleure pas, je ne me lamente pas. Je vis simplement un jour à la fois et qui sait si un jour la vie me montrera quelque chose de beau. Pour l'instant, j'accepte ma réalité et je lutte pour la changer. Aux femmes qui, j'espère, ne passeront jamais par ce que j'ai vécu, je dis, ne retournez jamais vers quelqu'un qui vous a fait du mal un jour. S'il l'a fait une fois, il le refera toujours. Ne croyez pas aux petites histoires comme quoi il regrette ce qu'il a fait, qu'il a été séduit. C'est du baratin. Mon mari m'a trompée avec ma fille dans ma propre maison, avec mes enfants. Ils étaient petits et tout était là, sous leurs yeux. Comment pourrais-je vouloir récupérer quelqu'un qui m'a fait cela? Seulement si j'étais très stupide ou si je me détestais énormément. À propos d'eux, je n'ai pas cherché à avoir de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'ils font, ni où ils sont, ni comment ils vont. Cela ne fait aucune différence pour moi. C'est ainsi que je continue ma vie. Les mois qui ont suivi leur départ ont été les plus difficiles de ma vie adulte. Imaginez, après avoir survécu à un viol à 15 ans, à une grossesse forcée, au rejet de ma famille, j'avais enfin trouvé un semblant de bonheur avec Julien. Et tout s'écroulait à nouveau, mais cette fois à cause de ma propre fille. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi j'avais chassé leur père et leur demi-sœur. Pour eux, j'étais devenue la méchante de l'histoire. Ils me reprochaient d'avoir détruit leur famille. Comment expliquer à des enfants de 6, 8, 10 ans que leur père entretenait une relation incestueuse avec leur sœur? Les premières semaines, c'était l'enfer à la maison.
Ils refusaient de m'écouter, faisaient des caprices constants, réclamaient leur père. Le plus âgé, qui avait 12 ans, m'a même dit un jour « Maman, pourquoi tu as fait partir papa? On était heureux avant. » Ces mots m'ont transpercé le cœur. Financièrement, c'était également très compliqué. Julien contribuait aux revenus du foyer depuis nos débuts. Me retrouver seule avec 6 enfants, sans aide, était terrifiant. J'ai dû reprendre le travail plus intensément, multiplier les clients dans la vente de livres, parfois travailler jusqu'à tard le soir. Ma belle-mère a été un soutien inestimable pendant cette période. Elle n'approuvait pas ce que son fils avait fait, même si c'était difficile pour elle d'accepter qu'il ait pu agir ainsi. « Amélie, je ne comprends pas comment il en est arrivé là, » me disait-elle. « Mais tu as eu raison de les chasser, tu ne peux pas accepter cela. » Mes beaux-frères également sont restés à mes côtés. C'était surprenant. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils soutiennent leurs frères, mais ils ont choisi la justice plutôt que la loyauté familiale aveugle. « Ce qu'il a fait est impardonnable, » répétait l'aîné. « Tu mérites mieux que ça, et les enfants aussi. » Les nuits étaient les pires moments. Quand les enfants dormaient enfin et que le silence s'installait dans la maison, mes pensées s'emballaient. Je repensais à tout ce qui s'était passé, je me demandais si j'avais pris la bonne décision, si j'aurais pu gérer la situation différemment. Parfois, le doute m'envahissait. Avais-je été trop dure? Aurais-je dû essayer de sauver mon mariage malgré tout? Mais chaque fois que ces questions surgissaient, je me rappelais l'expression de ma fille quand elle m'avait dit qu'elle voulait ma mort, qu'elle aimait mon mari. Non, il n'y avait pas d'autre choix possible. Les enfants ont mis du temps à s'adapter à notre nouvelle réalité. Certains soirs, je les entendais pleurer dans leur lit. Le plus jeune, qui n'avait que 4 ans, demandait sans cesse « Quand papa va revenir ?» Je lui expliquais que papa ne reviendrait pas, mais qu'on s'en sortirait très bien tous ensemble. L'aide psychologique que j'avais reçue après mon viol m'a été précieuse durant cette période. J'avais appris des techniques pour gérer les traumatismes, pour ne pas sombrer complètement quand tout s'effondrait. Ces outils m'ont aidé à tenir le coup. Un épisode particulièrement difficile s'est produit 6 mois après leur départ. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé Julien devant ma porte avec notre fils aîné. Il voulait discuter, disait-il. Il prétendait que nous pouvions arranger les choses, que c'était un malentendu. Un malentendu? Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu couches avec ma fille dans mon lit et tu appelles ça un malentendu? Il a tenté de minimiser, de dire que c'était elle qui l'avait séduit, qu'il était victime. Cette lâcheté m'a révoltée encore plus. J'ai fermé la porte au nez. Les enfants ont pleuré toute la soirée parce qu'ils avaient vu leur père et que je l'avais renvoyé. Mais je ne pouvais pas céder. Accepter son retour aurait signifié accepter l'inacceptable. Progressivement, j'ai commencé à retrouver une forme de sérénité. Les enfants s'habituaient à notre nouvelle routine. Nous avions nos petits rituels. Le dimanche matin, on prenait le petit déjeuner tous ensemble en pyjama. Le soir, je leur lisais des histoires avant de dormir. Ces moments simples nous rapprochaient. Ma fille aînée a commencé à me manquer malgré tout ce qui s'était passé. C'était troublant. Intellectuellement, je savais qu'elle m'avait trahi de la pire façon. Mais émotionnellement, elle restait l'enfant que j'avais porté, que j'avais protégé. Cette ambivalence était douloureuse. J'ai appris par ma belle-mère qu'ils vivaient ensemble dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Entendre cela m'a fait un effet bizarre. D'un côté, j'étais soulagée qu'ils soient loin de nous. De l'autre, imaginer ma fille de 18 ans jouer à la femme au foyer avec mon ex-mari me rendait malade. Mes parents, maintenant âgés et malades, ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé. Je leur avais expliqué que Julien et moi avions eu des différends, sans entrer dans les détails sordides. Comment expliquer à des personnes de leur génération qu'un beau-fils avait séduit leur petite fille? Le travail est devenu ma bouée de sauvetage. Dans la vente de livres, je rencontrais des gens, j'avais des conversations qui me changèrent les idées. Certains clients réguliers avaient remarqué que je n'étais plus accompagnée et me demandèrent des nouvelles de Julien. « Il voyage beaucoup en ce moment », répondais-je évasivement. Une chose importante s'est produite durant cette période. J'ai commencé à parler plus ouvertement avec mes enfants de ce qui s'était passé, en adaptant le discours à leur âge. Au plus grand, j'ai expliqué que leur père avait fait quelque chose de très mal avec leur sœur, quelque chose qu'un papa ne doit jamais faire. Il a d'abord refusé de me croire. « Papa n'est pas comme ça », protestait-il. Mais avec le temps, en repensant à certaines scènes qu'il avait vues sans les comprendre, il a commencé à réaliser que quelque chose clochait effectivement. Les plus petits, je leur disais simplement que papa avait fait des bêtises et qu'il ne pouvait plus vivre avec nous.
Ils acceptaient cette explication avec la candeur de l'enfance, même si l'absence leur pesait. Un jour, en faisant le ménage dans la chambre qu'occupait ma fille, j'ai trouvé un carnet où elle avait écrit ses pensées. Les pages que j'ai lues m'ont glacé le sang. Elle y décrivait son amour pour Julien, ses stratégies pour me rendre jalouse, ses plans pour briser notre mariage. Elle écrivait même qu'elle se fichait de faire souffrir ses demi-frères et sœurs du moment qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Cette découverte a achevé de me convaincre que j'avais pris la bonne décision. Cette fille n'était pas simplement égarée ou influencée. Elle était calculatrice, manipulatrice. La douleur de cette réalisation était immense, mais la vérité était là, noir sur blanc. Les fêtes de fin d'année ont été particulièrement difficiles. Voir d'autres familles, réunies, heureuses, me rappelait cruellement ce que nous avions perdu. Mais j'ai fait un effort pour créer de nouveaux souvenirs avec mes enfants. Nous avons décoré notre maison ensemble, préparé des gâteaux, chanté des cantiques. Le réveillon, quand les enfants dormaient, je me suis autorisée à pleurer pour la première fois depuis des mois. Pleurer sur cette année terrible, sur cette trahison, sur cette famille brisée. Mais aussi pleurer de soulagement d'avoir eu le courage de nous sortir de cette situation toxique. Une année entière s'est écoulée depuis que j'ai chassé Julien et ma fille de notre maison. Une année de reconstruction, de douleur, mais aussi de petites victoires quotidiennes. Les enfants commencent enfin à comprendre pourquoi j'ai agi ainsi, même s'ils ne connaissent pas tous les détails sordides. Mon fils aîné, qui a maintenant 13 ans, m'a dit récemment « Maman, je commence à me rappeler des choses bizarres entre papa et ma sœur. Tu avais raison de les faire partir. » Ces mots m'ont à la fois soulagé et brisé le cœur. Soulagé parce qu'il comprenait enfin, brisé parce qu'un enfant ne devrait jamais avoir à réaliser cela sur ses parents. Mes beaux-frères continuent de nous soutenir inconditionnellement. L'aîné m'a même dit « Amélie, tu es plus notre sœur que lui n'est notre frère maintenant. Ce qu'il a fait est impardonnable. » Cette loyauté me touche profondément, surtout dans une société où on vous demande souvent de pardonner pour les enfants. Ma belle-mère reste notre roc. Malgré la douleur de voir son fils agir ainsi, elle n'a jamais cessé de nous aider. « Ces petits ont besoin de stabilité », répète-t-elle. « Tu fais ce qu'il faut, Amélie. Continue comme ça. » Sa sagesse et son soutien sont inestimables. Financièrement, les choses se stabilisent peu à peu. J'ai développé ma clientèle dans la vente de livres, trouvé de nouveaux créneaux, optimisé mon temps. C'est difficile de tout gérer seul, mais j'y arrive. Les enfants m'aident aussi à leur niveau. Les plus grands s'occupent des plus petits après l'école. Une chose remarquable s'est produite. Nos liens familiaux se sont renforcés. Sans la tension constante causée par la présence de ma fille et les non-dits, notre maison est devenue plus sereine. Les enfants se disputent moins, communiquent mieux avec moi. C'est comme si un poison avait été évacué de notre quotidien. Je ne vais pas mentir, il y a encore des moments très difficiles. Parfois, la solitude pèse. Élever 6 enfants seuls est épuisant physiquement et émotionnellement. Il y a des soirs où je m'effondre dans mon lit, complètement vidé. Mais le lendemain, je me relève toujours. L'Église continue d'être un refuge pour moi. Certains membres m'ont jugé au début. Ils pensaient que j'aurais dû pardonner et sauver mon mariage. Mais quand les détails ont filtré, le soutien s'est manifesté. Une mère ne peut pas accepter cela, disent maintenant les anciennes. Mes parents, de plus en plus fragiles, ne posent plus de questions sur l'absence de Julien. Ma mère, dont le cancer progresse, passe de plus en plus de temps chez nous. Voir ses petits-enfants lui apporte de la joie dans ces derniers moments. C'est douloureux de la voir s'affaiblir, mais précieux de partager ce temps avec elle. Une surprise m'attendait il y a quelques mois. Un homme charmant, veuf avec 2 enfants, a commencé à fréquenter notre église. Nicolas a 42 ans, soit 6 ans de plus que moi. Il est menuisier, doux, patient avec les enfants. Nous avons commencé à discuter après les offices. Au début, j'étais très méfiante. Après ce que j'avais vécu, faire confiance à un homme semblait impossible. Mais Nicolas est différent. Il connaît mon histoire. L'église est un petit milieu où les nouvelles circulent. Il ne me juge pas, ne me presse pas. Il se contente d'être présent, amical, disponible. « Amélie, m'a-t-il dit un dimanche, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais sachez que votre courage m'impressionne. Ce que vous avez fait pour protéger vos enfants est admirable. » Ces mots simples m'ont touché plus que tous les compliments sur ma beauté que j'avais pu recevoir. Mes enfants l'apprécient. Ils ne cherchent pas à remplacer leur père. Il est simplement un ami qui nous rend visite,
qui aide parfois avec les devoirs, qui apporte des gâteaux le dimanche. Cette approche respectueuse me rassure. S'il y a un avenir entre nous, il se construira naturellement, sans précipitation. Ma fille me manque parfois, malgré tout. C'est irrationnel, je le sais. Elle m'a trahi de la pire façon possible. Mais elle reste l'enfant que j'ai porté à 15 ans, dans des circonstances dramatiques. Cette ambivalence est troublante, mais je l'accepte comme partie de mon processus de guérison. J'ai appris par hasard qu'elle avait quitté Julien il y a quelques mois. Apparemment, leur grande histoire d'amour n'a pas résisté à la réalité quotidienne. Cette nouvelle m'a laissée étrangement indifférente. Je n'éprouve ni satisfaction ni pitié. C'est leur vie, leur choix, leurs conséquences. Julien a tenté plusieurs fois de reprendre contact, indirectement. Il a envoyé des messages par l'intermédiaire de connaissances communes, proposant de recommencer à zéro. Je n'ai jamais répondu. Certaines trahisons sont impardonnables, et celle-ci en fait partie. Les enfants ne demandent plus quand papa va revenir. Ils ont intégré notre nouvelle réalité. Parfois, ils évoquent des souvenirs avec lui. Les bons moments existent aussi, et je ne les empêche pas d'en parler. Votre papa vous aimait, leur dis-je. Mais il a fait des choix qui nous ont fait du mal, et on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui nous fait du mal. Ma thérapie continue, moins fréquemment qu'avant, mais régulièrement. Parler de tout ce que j'ai vécu, le viol, la grossesse forcée, la trahison, m'aide à évacuer la colère et la tristesse. Mon thérapeute me répète que ma résilience est remarquable, que beaucoup de personnes n'auraient pas survécu à tant d'épreuves. Je commence à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Mes enfants grandissent, deviennent autonomes. Dans quelques années, les plus grands partiront faire leurs études. Cette perspective, qui m'aurait terrifiée avant, me semble maintenant positive. J'aurai alors plus de temps pour moi, pour peut-être construire quelque chose de beau. Si le Seigneur veut qu'un jour, je rencontre un homme digne, un homme qui honore sa famille et qui réfléchit à 2 fois avant de commettre de telles erreurs, j'y serai ouverte. Mais cette fois, je serai plus vigilante, plus exigeante. Mes enfants et moi méritons la stabilité et le respect. En attendant, je vis au jour le jour, savourant les petits bonheurs. Un sourire de mon plus jeune fils, une bonne note du cadet, un câlin spontané de ma cadette. Ces moments simples valent tous les grands discours d'amour du monde. Aux femmes qui pourraient vivre des situations similaires, je veux dire ceci: n'acceptez jamais l'inacceptable sous prétexte de garder la famille unie. Une famille bâtie sur le mensonge et la trahison n'est pas une vraie famille. Ayez le courage de partir, même si c'est difficile. Vos enfants finiront par comprendre et vous en seront reconnaissants. Ma histoire n'a pas encore de fin heureuse, mais j'ai bon espoir. Les choses peuvent encore changer pour le meilleur. En attendant, j'accepte ma réalité et je lutte chaque jour pour l'améliorer. C'est déjà beaucoup. Si mon témoignage vous a touché, si vous vous reconnaissez dans cette douleur ou si vous connaissez quelqu'un qui vit une situation similaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul peut faire toute la différence. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Votre soutien m'encourage à continuer de témoigner et peut-être que mon histoire aidera d'autres femmes à trouver la force de dire non à l'inacceptable. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous méritez le respect et l'amour véritable.